Bonjour Lé, je profite de ta série de vidéos sur l'intelligence artificielle pour te poser une question. Tu le sais, je m'intéresse beaucoup aux biais cognitifs et aux défauts de fonctionnement du cerveau humain qui nous empêchent de penser correctement. Par exemple, quand on obtient des données brutes issues d'une étude scientifique par exemple, on les interprète souvent de travers. Les statistiques, on peut leur faire dire ce qui nous arrange le plus, selon ce qu'on a envie d'entendre. Pour éviter ces biais, certains pensent qu'une solution serait d'utiliser des algorithmes. C'est fiable, c'est neutre. Qu'en penses-tu? À ton avis, est-ce qu'un algorithme peut avoir des biais? Tu peux donner un exemple? Voici un exemple issu du paranormal, parce que c'est ce que je connais bien. Dans les années 50, il y avait une étude qui montrait un lien entre les performances sportives et la position en carré de la planète Mars dans le thème astrologique de certains sportifs. On appelait ça l'effet Mars. Et sans parler du fait qu'il choisissait les critères qu'il utilisait pour sélectionner les sportifs qui allaient participer à son étude, pour maximiser ses résultats. Il y avait aussi un biais d'interprétation a posteriori des statistiques. Il y avait effectivement moins de 5% de chances qu'il obtienne ses résultats par hasard, avec Mars en carré, avec des résultats sportifs. Mais il avait aussi essayé avec toutes les autres planètes, toutes les autres conjonctions, et avec plein d'autres critères, le score en dictée, en mathématiques, en histoire. C'est là un bel exemple de p-hacking. À ton avis, aurait-il suffi de automatiser les études statistiques avec des algorithmes pour éviter de tels biais? Alors là, clairement, non. En fait, le fait d'utiliser des algorithmes risque fort d'aggraver les biais dans l'analyse de données. Et ça, c'est parce qu'il y a un biais fondamental dans toute analyse de données qui n'est absolument pas spécifique à l'humain. Ce biais, c'est le biais de la surinterprétation, que l'on appelle aussi overfitting dans le langage du machine learning. En gros, la surinterprétation, c'est lorsque l'on cherche trop à expliquer les données. Et du coup, ce faisant, on risque d'omettre le contexte autour de la collecte de données, ainsi que les fluctuations statistiques qui sont présentes dans tout jeu de données. Or, il est très facile de concevoir des algorithmes qui vont automatiquement détecter des régularités dans des jeux de données, sans tenir compte ni du contexte, ni des fluctuations statistiques dans les données. Utiliser des algorithmes, c'est aussi et surtout faciliter la découverte de corrélations fallacieuses. Ah oui, il y a même ce fameux site qui s'appelle Spurious Correlation, qui propose de fouiller dans une immense base de données pour y dénicher toutes sortes de corrélations entre des variables qui n'ont aucune raison d'être corrélées. On y découvre par exemple que le nombre de films avec Nicolas Cage est corrélé avec le nombre de personnes noyées en tombant dans une piscine. L'importation de pétrole brut aux États-Unis, venant de Norvège, est corrélée avec le nombre de conducteurs morts par collision avec des trains. Ou encore que l'âge de Miss America est corrélé avec le nombre de meurtres par vapeur chaude. Mais corrélation n'est pas causalité. Et oui, surtout dans ce cas, parce que là on est typiquement dans un cas de surinterprétation. Quand on regarde ces graphes de corrélation, il faut absolument se dire qu'il s'agit d'une poignée de graphes intrigants parmi un énorme ensemble de graphes étudiés par l'algorithme. En fait, Spurious Correlation a étudié des corrélations entre des milliers de jeux de données, ce qui lui a fait des millions d'études de corrélation. Chaque corrélation est peu probable, mais même si les jeux de données étaient complètement aléatoires, la probabilité d'une corrélation significative entre deux jeux de données reste non nulle. Or, si cette probabilité est ne serait-ce que de l'ordre de 1%, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, alors une corrélation sur 100 sera significative. Sur les millions de corrélations étudiées, il resterait des dizaines de milliers de corrélations significatives. Et Spurious Correlation a justement publié 30 000 corrélations significatives. J'ai l'impression que notre cerveau a tendance à imaginer que si un phénomène a très peu de chances de se produire, alors ce genre de phénomène devrait se produire très rarement. Ce qui est une erreur. Un individu spécifique a très peu de chances de gagner au loto. Si je gagne au loto cette semaine, c'est extraordinaire. Mais vu qu'il y a énormément de joueurs, le fait que l'un d'entre eux gagne au loto, ça, c'est ordinaire. Il y a des gagnants toutes les semaines. De la même façon, on surinterprète ce genre de corrélation. On y voit un lien de cause à effet alors que c'est juste dû à la taille gigantesque de la base de données. Le biais de surinterprétation, c'est omettre la probabilité que le hasard puisse générer des régularités ou des patterns. Sauf qu'en fait, bien souvent, il est très improbable que le hasard ne produise pas au moins une régularité. Si vous regardez le hasard avec soin, vous finirez par trouver de telles régularités. Et comme les algorithmes sont capables de regarder les données avec bien plus de soin que nous, ils seront capables de trouver bien plus de régularités que nous. Mais en fait, l'erreur n'est pas tant d'observer ces régularités. L'erreur du biais de surinterprétation, c'est surtout de penser que ces régularités doivent s'expliquer autrement que par le hasard.
Ok, mais il y a un autre problème avec les études sur le paranormal, c'est le biais de confirmation. Non seulement on cherche des phénomènes surprenants de façon générale, mais surtout on cherche en particulier des phénomènes sur lesquels on a envie de croire. Est-ce que les algorithmes seraient exempts du biais de confirmation? Là encore, j'ai envie de dire non. Si on utilise des algorithmes, et notamment si on utilise de mauvais algorithmes, alors on risque au contraire d'amplifier le risque de biais de confirmation. Et il y a un excellent exemple de cela sur le site 538 de Nate Silver et ses collaborateurs. Ce site vous demande d'imaginer que vous êtes un démocrate hooligan. Vous voulez montrer à tout prix que si les démocrates sont au pouvoir, alors l'économie va mieux. Manque de bol, le PIB ne semble pas corrélé avec le fait que le président au pouvoir soit démocrate. C'est embêtant, mais armé de votre puissant biais de confirmation, vous vous dites que ce qui compte, ce n'est pas tant le PIB. Et oui, le chômage, c'est important aussi. Et là, la corrélation augmente. Yes! Mais elle n'est pas encore suffisamment grande pour être publiable et convaincre ces idiots du camp opposé qui croient encore qu'on peut sauver l'économie en étant républicain. Et c'est là que vous vous dites que le président peut avoir les mains liées. À minima, il faudrait aussi considérer le cas où les gouverneurs sont majoritairement démocrates. Du coup, vous refaites l'analyse de données et là, bingo! Cette fois, votre corrélation est claire, nette et scientifiquement publiable. Elle a une p-value inférieure à 1%, ce qui est mieux que le standard usuel des sciences. Vous venez de démontrer que les démocrates ont un effet bénéfique sur l'économie. D'ailleurs, pour plus de détails sur la p-value, je vous recommande cet excellent épisode de la statistique expliquée à mon chat. Alors, bien sûr, démontrer dans ce cas, c'est un bien grand mot. Mais si vous écrivez un article qui omet la démarche intellectuelle qui vous a conduit à votre corrélation, et qui se contente uniquement de publier le résultat significatif, ce qui, on va pas se le cacher, est souvent le cas des publications scientifiques, alors votre article sera parfaitement au standard de la méthode scientifique. Ouais, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce résultat significatif. Et en effet, imaginons maintenant que je sois à l'inverse un républicain hooligan. Alors je pourrais rétorquer qu'en fait, le chômage est la vraie plaie de nos sociétés et que c'est ça qu'il faudrait supprimer pour améliorer l'économie. Du coup, je refais l'analyse de données sans prendre en compte le PIB. Et là, de façon étonnante, j'obtiens un résultat tout aussi significatif qui dit exactement l'opposé de la corrélation précédente. Avec une p-value inférieure à 1%, je conclus que les démocrates sont néfastes à l'économie. On est exactement là dans une situation de surinterprétation. Quelle que soit l'influence réelle des politiques sur l'économie, on peut bidouiller l'analyse de données pour conclure une chose et son contraire. Pire encore, on y est arrivé à la main. Imaginez maintenant que des armées de militants hooligans lancent chacun de son côté des algorithmes pour collecter et étudier des corrélations significatives qui supportent leur camp. Alors chaque camp pourra facilement publier des milliers de corrélations significatives qui semblent prouver que leur camp est le bon camp. En fait, le problème dans ce cas, c'est qu'une phrase comme « les démocrates ont un effet bénéfique sur l'économie » est en fait très ambiguë. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Est-ce qu'on parle d'un président démocrate, de gouverneur démocrate, d'un sénat démocrate, ou d'une combinaison de président et de gouverneur? Et comment mesurer l'économie? Est-ce que le PIB compte, ou le chômage, ou l'inflation, ou la bourse, ou une combinaison de tout ça? Et quelle combinaison? Vous voyez que ça fait plein de questions qui sont en fait différentes les unes des autres. Sauf que n'importe laquelle des très nombreuses reformulations de cette question nous semblera a posteriori conforme avec la phrase « les démocrates ont un effet bénéfique sur l'économie ». Et typiquement, si on collecte 3 corrélations significatives obtenues via ce genre de questions, ça semblera justifier un titre putaclic de ce genre dans votre journal ou votre émission de télé préférée. Le nœud du problème, c'est que le nombre de reformulations compatibles avec une phrase de ce genre est énorme. Du coup, même s'il est improbable pour chaque reformulation d'être une corrélation significative, il est alors bien plus improbable qu'aucune reformulation n'y parvienne. Pire encore, on peut juste complexifier les reformulations à l'infini jusqu'à aboutir à une conclusion qui va dans notre sens. Or ça se code très facilement avec des algorithmes. Ces algorithmes seront alors bien plus performants que nous pour rationaliser nos intuitions et ils seront donc bien plus victimes du biais de confirmation. Et bien sûr, tout ce que je dis là n'est pas du tout spécifique à la politique. On retrouve exactement le même problème dans plein de sujets de société. Par exemple, quand on dit que le café est bon pour la santé, que le Paris Saint-Germain méritait de gagner, ou encore que les IA sont dangereuses pour nos sociétés. Je ne dis pas que ces phrases sont vraies ou fausses. Ce que je dis, c'est qu'il sera très facile pour un algorithme de bidouiller toutes sortes de données pour conclure exactement cela ou son contraire. Tout ça parce qu'il existe un énorme nombre de reformulations rigoureuses qui, a posteriori, sonneront parfaitement conformes avec ces phrases.
Ok, je comprends. Mais là, tu parles d'algorithmes militants. Est-ce qu'on aurait encore ce genre de problème de biais de confirmation avec des algorithmes non militants? Tout dépend de l'algorithme, et en particulier de ce que le concepteur de l'algorithme veut que l'algorithme fasse. Aujourd'hui, dans le monde académique comme dans la presse, il faut publier des résultats étonnants et intrigants pour survivre. Publish or perish, comme disent certains. Du coup, l'incentive des chercheurs et des médias, c'est de concevoir des algorithmes qui iront fouiller des jeux de données pour y trouver des corrélations étonnantes sur des sujets polarisants. Donc typiquement, si je devais publier un truc qui fasse le buzz, je ne chercherai pas nécessairement une corrélation significative qui montre que les démocrates ont un effet bénéfique sur la société, mais je chercherai une corrélation significative qui dit quelque chose sur l'impact d'un parti politique sur l'économie. Et dès que j'aurai trouvé une telle corrélation, je la publierai et les militants du parti que ça arrange pourront massivement la partager. Ainsi, même sans un algorithme partisan, je favoriserai l'hooliganisme politique. Ben, merci, Lé. C'est fascinant. Et puis ça reboucle bien sur les études sur l'astrologie et l'effet Mars. Il suffit qu'il y ait une étude qui aille dans ce sens et qui soit significative pour qu'elle soit facilement publiée et largement partagée à travers les médias. Du coup, même si les astres n'avaient aucun effet sur nos destinées, les lois du hasard font qu'il serait très improbable qu'il n'y ait aucun résultat scientifique qui aille dans ce sens et qui soit publié. De façon plus générale, il est indispensable de se demander comment les données ont été collectées pour pouvoir bien les analyser. Ces données sont pleines d'imprécisions dans leurs mesures, pire encore, elles ont souvent été sélectionnées parmi un ensemble bien plus grand de données, surtout quand il s'agit de données publiées dans une revue scientifique ou dans un article de presse. Tout humain ou algorithme qui analyse ces données, en supposant qu'il s'agit de données brutes sans fluctuations statistiques ni biais de sélection, sera alors en grave danger de surinterprétation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, un énorme merci à Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale. Allez voir sa chaîne, c'est absolument génial ce qu'il fait. C'est un petit peu le maître à penser de la zététique française et ses vidéos sont vraiment d'une qualité absolument géniale. Ça fait vraiment partie de ce qu'il y a de mieux sur YouTube et pour le coup ce sont vraiment des vidéos d'intérêt public absolument énormes. Je recommande notamment vivement ses vidéos sur les arguments fallacieux qui est vraiment excellent. Et puis la série de vidéos qu'il a faites en filmant ce qui se passe dans une école où ils apprennent l'esprit critique. Je pense que ce genre de séance est absolument génial et il faut vraiment que ça se développe encore plus. La dernière fois on a vu comment on pouvait toujours bidouiller un enjeu de données pour pouvoir finalement appliquer des méthodes de régression ou de classification linéaire. La bidouille non linéaire c'est typiquement un exemple de cas où on risque fort le biais de la surinterprétation et Hervé Le Borgne fait la remarque qu'on dit parfois plutôt surapprentissage que surinterprétation. Par exemple la page Wikipédia s'appelle surapprentissage et pas surinterprétation. Je trouve que cette terminologie est horriblement mal choisie pour le coup, je déteste cette terminologie et hors de question que j'utilise. Parce que surapprentissage conduit facilement à un contresens. On a l'impression que le surapprentissage c'est le fait d'avoir trop appris et du coup quand on apprend trop et on finit par mal comprendre le monde. Du coup faut arrêter d'aller à l'école blablabla. Alors que la surinterprétation ça correspond avant tout à un mauvais apprentissage qui est dû au fait qu'on a donné trop d'importance aux données. Et d'ailleurs un des outils indispensables pour éviter ce problème de la surinterprétation consiste justement à apprendre plus de théories et à s'enfermer un petit peu plus dans la théorie et à accepter en particulier les erreurs que la théorie pourrait faire sur certains jeux de données. C'est typiquement l'approche qu'avait suivi Galilée au XVIIe siècle, quand il a découvert notamment la loi de la chute des corps, ou le principe de relativité, comme on en avait parlé dans les épisodes Sense for All de la série sur la relativité. J'insiste encore un peu sur ça parce que j'ai l'impression que souvent dans la vulgarisation scientifique, on va dire que l'empirisme c'est super important, il faut absolument coller aux données, alors qu'il y a quand même tout un aspect ultra important dans l'apprentissage, qui est l'apprentissage des théories, quitte à ce que ces théories ne collent pas parfaitement aux données. Et d'ailleurs, cette tension entre la théorie et l'empirisme, c'est quelque chose dont on reparlera dans la prochaine vidéo. Mathieu Aurousseau demande si le nom de loi gaussienne vient pas du fait que Gauss a calculé le A de l'expression A fois e puissance moins bx carré. En fait, il faut choisir le A tel que si je fais l'intégrale, c'est-à-dire si je calcule la probabilité totale d'une valeur de x dans R, il faut que ça soit une probabilité de tout l'espace, du coup il faut que ça soit égal à 1, et du coup il faut ajuster le A en fonction. Et du coup, calculer A revient à essayer de déterminer la valeur de l'intégrale de e puissance moins x carré. Et je sais pas si Martin Rousseau a fait exprès de poser cette question juste pour éveiller l'hooliganisme Laplacien en moi, mais non putain, c'est Laplace qui a trouvé cette valeur de A. Excusez-moi. Seb 1620 nous fait remarquer que même en maths en fait il y a pas mal de bidouilles et des trucs pas beaux. D'ailleurs c'est Gauss qui disait que une fois qu'on a prouvé un théorème, on va mettre les preuves un petit peu de côté et on va pas forcément les montrer parce que c'est un petit peu moche, on va juste montrer l'élégance du théorème. Je faisais une comparaison avec l'église en disant que les échafauds de l'église à la fin ils sont enlevés pour qu'il y ait juste l'église.
Et notamment sur Reddit, il y a eu un commentaire que je trouve assez amusant de Functor7 qui parle d'un professeur en théorie des nombres analytiques qui au moment de commencer des preuves assez dégueu disait « Alors la preuve que l'on va faire ici en classe d'habitude c'est un truc qu'on fait dans la sphère privée de nos propres chambres. » Bref, il y a des trucs absolument élégants, merveilleux en mathématiques, mais il y a aussi, il faut le reconnaître, des trucs assez dégueux. Sylvain Chousier, Adrien Bruno nous pose des questions sur la bidouille utilisée par AlphaZero. Et AlphaZero, c'est un exemple que je trouve vraiment fascinant parce que c'est un problème en fait, résoudre le jeu d'échecs ou le jeu de Go, ou tous ces jeux de société de façon générale. C'est des jeux à information complète dont on est facilement capable d'écrire des algorithmes même très courts qui sont capables de résoudre ces jeux. Le problème de ces algorithmes, c'est uniquement une question de temps de calcul. Et ça fait vraiment référence à l'épisode 6 comme on a vu où David s'est mis à parler de structure pour le jeu de la vie qui est pourtant un truc totalement déterministe dont on connaît les règles et les conditions initiales. En final, dans ces cas, ce que l'on cherche à faire, c'est d'approcher un algorithme qu'on sait déjà optimal, mais dont le temps de calcul est absolument énorme. Et du coup, on cherche à approcher les calculs de cet algorithme optimal avec un algorithme qui est rapide en temps de calcul, mais du coup qui va sacrifier un peu en qualité de l'approximation. Et du coup, il faut ajuster pour que cette approximation soit suffisamment bonne en un certain sens, tout en ayant toujours une approximation qui soit facile à calculer en temps raisonnable. Et à ce moment-là, ce que fait AlphaZero, c'est absolument génial, ça correspond vraiment à l'intuition qu'on pourrait se faire quand on observe le jeu de la vie, c'est de se dire, bon bah, au lieu de regarder tous les détails des calculs qu'on doit faire, on va essayer d'avoir une vision intuitive, approximative, une fonction approximative qui essaie de dire qu'est-ce qui se passe. Notamment cette fonction-là dans le cas de AlphaZero ou d'AlphaGo, c'est une fonction en fait qui a un réseau de neurones qui apprend de données qu'on lui donne, un peu comme dans le jeu de la vie, on voit des données, on essaie d'inférer des règles approximatives du coup. À partir des données exactes qui ont été calculées, on cherche des règles approximatives. Et rien que ça, c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre autrement que via l'intelligence artificielle et le machine learning aujourd'hui. Un autre truc que je tiens à dire sur AlphaZero, qui est un truc assez ahurissant quand vous y réfléchissez, c'est que AlphaZero, c'est un truc qui est techniquement, voilà, c'est un algorithme qu'on aurait peut-être pu avoir conçu il y a 10, 20 ans, puisqu'au final, bon, sa puissance de calcul est quand même assez énorme, donc peut-être pas 20 ans, il y a 20 ans, mais finalement, elle a réussi à faire tous ses calculs en 24 heures, elle a réussi à apprendre à jouer aux échecs mieux que n'importe quel autre algorithme des échecs en seulement 4 heures, donc ça laisse penser que en termes d'apprentissage algorithmique, en termes d'algorithme d'apprentissage, en termes de learning machines, comme Turing les appellerait, on est encore très 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 mauvais, on est très très loin des algorithmes d'apprentissage aussi bons que le cerveau typiquement, ou loin de trucs optimaux en un certain sens. Et parfois j'entends dire que ça montre que l'intelligence artificielle, on en est très très loin, et en effet ça veut dire qu'on n'y est pas du tout, mais ça veut aussi et surtout dire qu'il y a énormément de progrès qui ne sont pas forcément si difficiles à faire dans la conception d'intelligence artificielle. Mon directeur de thèse m'a typiquement raconté que quand un industriel venait le voir et lui disait bon, voilà, qu'est-ce que vous êtes capable de faire en optimisation par rapport à notre système qu'on utilise aujourd'hui, mon directeur de thèse répondait bah, ça dépend à quel point vous êtes mauvais. Je suis pas sûr qu'il le disait exactement comme ça, mais c'était un peu ça l'idée. Si on est mauvais en quelque chose, on peut beaucoup progresser, alors que si on est déjà très 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 bon, proche des limites de la physique de ce qui peut se faire, là les progrès sont beaucoup plus difficiles. Et en termes d'intelligence artificielle, et notamment d'algorithmes d'apprentissage, l'exemple d'AlphaZero montre justement à quel point on est encore mauvais, en tout cas on était mauvais avant AlphaZero. Et je pense qu'il y a énormément de progrès à faire en intelligence artificielle et en machine learning dans le développement de ces notamment algorithmes d'apprentissage. Et ça laisse vraiment à penser qu'il y aura encore énormément de progrès dans les années à venir en intelligence artificielle et sans doute que voilà, le progrès va être encore assez spectaculaire. Enfin, je vais finir avec Sébastien Pelcou qui recommande une vidéo, notamment de Alain Cohn, qui donne un séminaire, et à la fin de son séminaire, Alain Cohn tape un petit peu sur le machine learning et l'intelligence artificielle, en disant notamment que ces machine learning n'arrivent pas à apporter le même niveau de compréhension des choses que ce dont les humains sont capables. Je pense qu'aujourd'hui c'est assez vrai, pas tout le temps vrai, mais c'est assez vrai. Souvent les algorithmes d'apprentissage qui sont utilisés, notamment pour résoudre des problèmes en mathématiques, c'est des trucs qui vont faire des grosses explorations, c'est des grosses bidouilles. Et les preuves qui en ressortent, notamment par exemple dans le cas du théorème du Carler que j'avais présenté sur ZS de Sciences, au final ce ne sont pas forcément des preuves qui sont si intéressantes pour les mathématiciens. Alors, ceci étant dit, c'est aussi parce que les algorithmes d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est très loin du niveau humain et surtout il est très incapable de se mettre à notre niveau et de nous expliquer la manière dont il faut penser les différents problèmes. En gros, les intelligences artificielles d'aujourd'hui n'ont aucune compréhension de la pédagogie qui est nécessaire pour comprendre les humains. Cependant, je pense qu'à long terme,
Alors je ne sais pas quand du tout, mais je pense qu'à long terme, les intelligences artificielles comprendront mieux la pédagogie pour les humains que les humains la comprennent eux-mêmes. Et à ce moment-là, en fait, les intelligences artificielles devraient être capables, bien mieux que nous, de nous expliquer les choses intéressantes à comprendre en mathématiques. Et si jamais elles n'y arrivent pas, j'ai envie de dire que finalement, l'intelligence artificielle, c'est comme un mathématicien. Un mathématicien, aujourd'hui, si on prend par exemple la conjecture ABC, qui est une conjecture à laquelle il y a une preuve depuis 2012, quelque chose comme ça, proposée par Mochizuki, un mathématicien japonais. La preuve fait 500 pages et bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont lu la preuve. En quoi est-ce que Mochizuki est vraiment différent d'une intelligence artificielle qui aurait écrit une preuve de 500 pages? J'ai envie de dire que dans les deux cas, malheureusement, ce qu'ils ont fait est tellement compliqué que nous autres pauvres humains qui ne sommes pas Mochizuki ou une intelligence artificielle, on ne comprend pas ce qu'ils ont fait forcément. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous allez faire attention maintenant à la surinterprétation. D'ailleurs, le prochain épisode parlera encore du problème de la surinterprétation, mais aussi de la sous-interprétation. En particulier, on va se poser la question, imaginez qu'une pièce tombe 8 fois de suite sur face. Est-ce qu'elle va encore tomber sur face au prochain lancer d'après vous? Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Demander leur avis aux gens qui sont le plus impliqués, je pense que c'est la pire des méthodes. Ceux qui sont au cœur de l'activité sont justement les personnes qui ont la vision la plus biaisée. Par exemple, un journaliste qui voudrait savoir s'il y a beaucoup de criminalité dans sa ville ira probablement tendre un micro au policier qui prend la déposition à l'accueil du commissariat. À votre avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Oui, c'est clair, vous imaginez pas tout ce qu'on voit ici. Tiens, pas plus tard que hier, y a un type qui... blablabla. Ce type-là, toute la journée, il ne voit que des gens qui ont justement des problèmes. Il a le nez dedans. Ce qu'il faut, c'est au contraire avoir du recul. Il faut comparer les statistiques de la criminalité avec la moyenne nationale, en gardant bien à l'esprit tous les biais de déclaration qui peuvent venir fausser les comparaisons. C'est un travail de sociologie, et donc notre journaliste ferait mieux d'aller à l'université pour interviewer des chercheurs qui travaillent sur la criminalité. If the same study were repeated with different couples, the inevitable slight variations in data would have a huge impact on the 9-factor prediction, but it would leave the 2-factor model pretty much unchanged. In practice, obscuring data, adding random noise, or withholding information often makes for better predictions.